Salut bande de petits photographes, bienvenue dans les news Mon Petit Réflexe du mois d'octobre 2015. Il n'y a pas énormément de news, donc je vais essayer de faire bref cette fois-ci. Il y a un petit peu de news matos, et puis c'est parti. Alors, on va commencer avec un petit site que j'ai découvert toujours grâce au même youtubeur qui a une démarche que j'aime bien, qui est un youtubeur américain, Tony Northrup. Et voilà, il parlait de ce site qui s'appelle polar.co, polar.co, donc c'est polar.co/lens. Et par rapport à ce que je vous disais sur DxOMark, où je vous disais que justement ça manquait un petit peu de comparaison face à face de photos, en fait, photo à photo, plutôt que d'avoir des courbes. Ce site il fait exactement ça, donc c'est assez intéressant. Alors malheureusement pour l'instant il n'a testé que les 50 mm qui se montent sur des Nikon, mais c'est assez sympa parce que du coup on a différentes ouvertures et ça permet de comparer. Donc vous avez ici le 50 mm f1.8 Nikon, un autre f1.8, le f1.4 Nikon, le Zeiss, le Sigma et encore un autre Nikon f1.4. Et donc ça permet vraiment de se faire une idée, de comparer directement. On peut zoomer, et si on zoome sur l'un, ça va zoomer sur les autres, on peut se déplacer dans la photo et tout se déplace en même temps, donc on compare vraiment les mêmes points, et c'est intéressant. Voilà, j'espère qu'ils vont en développer d'autres. A priori, Polar, ils font un logiciel de retouche de photos, où ils mettent des filtres et des choses comme ça, donc ça je sais pas trop si c'est intéressant cette partie-là, j'ai pas creusé plus que ça, mais en tout cas ça sur leur site c'est pas mal, c'est intéressant. Donc voilà, si ça vous dit, vous pouvez aller faire un tour là-dessus. Ensuite, je ne sais pas comment ça a pu m'échapper, mais Samyang a sorti un objectif 10 mm f2.8 depuis au moins 2 ans, presque 3 ans je pense, qui a été annoncé en 2012, sorti en 2013 je crois, un truc comme ça. Et c'est tout à fait le genre d'objectif qui moi pourrait m'intéresser pour la photo de paysage, donc du coup forcément je vous en parle aussi, dans la mesure où, comme je vous dis, la plupart du temps quand on fait de la photo de paysage, allez, 95% du temps on va se mettre à la focale la plus courte qu'on a, 11 mm, 12 mm ou 10 mm si on peut aller jusqu'à 10 mm. Il a l'avantage d'ouvrir un f2.8, donc ça veut dire que pour tout ce qui est photo de Voie lactée, d'astrophoto, etc., ça va être génial. Pour tout ce qui est photo dans les musées, dans les châteaux, etc., les intérieurs où on est un petit peu serré et où il n'y a pas trop de lumière, ça va être très bien aussi d'avoir le f2.8. Donc voilà, c'est carrément le genre d'objectif qui pourrait me plaire. Donc voilà, en fait, je pense que je ne suis pas tombé dessus parce que quand je comparais les objectifs, je les ai comparés sur DxOMark et celui-là n'a pas été testé en fait chez DxOMark, même s'ils l'ont répertorié. Donc du coup, j'ai un peu zappé, comme il n'a pas trop fait parler de lui non plus, j'étais passé à côté. Donc voilà. Des photos que j'ai pu voir, alors là c'est un truc intéressant, c'est-à-dire que j'ai regardé les sites qui ont testé il y a d'autres sites que DxOMark, et il y en a un qui s'appelle LensTip par exemple, qui l'a testé, ils ont fait leurs courbes, etc. Et il disait que la référence dans le domaine, c'était le Tokina 1116, qui avait un piqué extraordinaire, enfin genre, ils ont une échelle qui va jusqu'à 60, et à partir de 30, c'est excellent, je crois, un truc comme ça, ou à partir de 40, c'est excellent, et le Tokina allait à 55, 56, quelque chose comme ça. Et moi, je vous dis toujours que le Tokina, moi, quand je regarde mes photos, je les trouve corrects, mais pas plus, quoi, je les trouve pas non plus extraordinaires, extraordinairement piqués. Voilà, je trouve que c'est un peu mou, etc. Et celui-là, ils l'ont testé et ils disent à peu près la même chose. Ils disent qu'il est vraiment équivalent au Tokina, parfois un petit peu mieux au centre, mais un peu moins bien sur les bords. Enfin voilà, mais globalement, très très bon, très piqué, machin. Et donc du coup, j'étais étonné. Je finissais par me demander si c'était pas mon objectif Tokina qui était un peu défaillant, quoi. Et j'ai regardé les photos d'exemple qu'ils mettent pour cet objectif. Et je trouve que c'est exactement la même chose que sur mon Tokina. Je trouve que les photos je les trouve moi un peu molles. Évidemment un peu flou sur les bords, mais même au centre, je trouve que le piqué n'est pas extraordinaire par rapport à un 50 mm f1.8 par exemple, il n'y a vraiment pas de comparaison possible. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui disent que le Tokina ou celui-là sont vraiment des excellents objectifs, etc. Et donc ça m'a amené une question, c'est que j'ai déjà entendu plusieurs fois, et là je vais faire appel à vous, j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens parler de la qualité optique d'un objectif, en parlant bien sûr du piqué, mais en parlant également du contraste. Et j'ai jamais saisi cette notion-là, de l'idée qu'un objectif pouvait faire des photos qui avaient plus de contraste que d'autres objectifs. Et ça, j'ai jamais trop compris. Alors, est-ce que ça veut dire que
comment dire, qu'il y a une partie dans le verre qui réfléchit, par exemple. C'est-à-dire que, imaginons, tu as plusieurs lentilles, que la deuxième lentille réfléchit une partie sur la première lentille et que ça crée une espèce de voile, et donc du coup, ce serait moins contrasté. Est-ce que c'est des choses où quand on augmente comment dire, la clarté dans Lightroom, est-ce qu'on va compenser exactement ça? Donc est-ce que c'est important d'avoir un objectif avec un fort contraste, ou est-ce que en gros ça se corrige très vite? Voilà, donc là je ne connais pas tellement, donc si vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse vraiment, parce que je me demande si c'est pas ça en fait. Peut-être que cet objectif est soi-disant très piqué, ou en tout cas une très bonne netteté, mais qu'il n'est pas très bien contrasté, et que c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un peu moumou, quoi. C'est peut-être ça. Donc si vous avez des infos sur le contraste, dites-les moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et du coup, si vous ne savez pas non plus ce que c'est le contraste d'un objectif, bah, lisez les commentaires, il y aura sûrement des gens qui en savent plus que moi là-dessus. Et c'est souvent d'ailleurs une bonne idée de lire les commentaires en dessous des vidéos, parce qu'il y a souvent certains d'entre vous qui sont très pointus sur certains domaines qui apportent des éléments supplémentaires. Donc voilà, sinon, est-ce que je le prendrais alors bah, du coup non, vu les photos que j'ai vues, elles n'ont pas l'air forcément meilleures que celles du Tokina, donc du coup j'ai gardé mon Tokina. Mais des petits trucs qui m'embêtent là-dessus, c'est que déjà c'est une focale fixe, donc ça m'embête pas tellement en soi. Mais par contre, il est à peu près aussi lourd que mon zoom 11-16 mm. Donc du coup, si c'est le même poids, je vois pas trop l'intérêt, même encombrement, même poids. Et puis l'autre problème aussi, c'est que le verre est très bombé devant, et donc du coup, on ne peut pas venir mettre un filtre par-dessus. Et en termes de prix, il est quand même assez cher, il va être aux alentours de 400 €. Donc c'est pas non plus comme s'il était à 150 €, quoi. Après, il est tout manuel, mais ça, c'est pas tellement gênant pour une ultra grand angle, parce que souvent, on a beaucoup de choses nettes dans le plan, et souvent, on va se mettre à l'hyperfocale, donc on fait les réglages en manuel, donc ça, c'est pas vraiment un problème. Mais je vous dis, le fait de ne pas pouvoir mettre de filtre, moi, ça m'embête un petit peu. Beaucoup, même parce que je fais beaucoup de photos avec un filtre ND dessus. Et puis le fait que ce soit aussi encombrant et aussi lourd qu'un zoom, en fait, donc ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, c'est intéressant. Samyang, ils sortent des optiques sympas, et en général, en termes de piqué, ils sont plutôt bons. Et ça compense le fait qu'ils n'aient pas d'autofocus, quoi. Allez, on passe à autre chose. Alors oui, ça c'est Canon qui organise régulièrement des événements, enfin tous les ans je crois, des événements où il invite des photographes triés sur le volet. Et donc bah, toujours mon cher Tony Northrup a été invité là-bas aux États-Unis pour ce rendez-vous-là, où ils font des annonces, en gros, ils présentent les toutes dernières recherches que fait Canon. Et donc, on ne parle pas là aujourd'hui de produits qui vont sortir pour le grand public, mais de produits vraiment très très spécialisés. Et ils ont donc sorti un capteur de 250 mégapixels. Alors, c'est pas un capteur qui a une énorme taille, hein, je crois que c'est une taille, ça s'appelle APS-H, et visiblement c'est une taille entre l'APS-C et le plein format. Et ils ont réussi à caler 250 mégapixels là-dessus. Et ils ont fait par ailleurs un autre capteur qui, lui, peut capter des signaux jusqu'à 4 millions d'ISO. Donc ça commence à être complètement de la folie. Le Alpha 7S de chez Sony, qui est aujourd'hui celui qui monte le mieux dans les ISO, je crois qu'il monte à 400 000 ISO, quelque chose comme ça. Et déjà, visiblement, j'ai jamais testé, et je rêve de le tester, mais visiblement, quand on regarde dans le viseur de l'Alpha 7S, pendant la nuit, on voit des choses qu'on ne voit pas avec ses yeux, quoi. Même quand les yeux sont habitués au noir. Donc là, on voit dans le noir, quoi. C'est de la folie. Bref, tout ça pour dire quoi, c'est pas juste pour balancer des chiffres et dire c'est extraordinaire, et comme je vous dis, je suis persuadé qu'on va pas voir sortir ces chiffres-là avant une paire d'années quand même. Mais c'est juste pour dire que on va quand même aller dans cette direction-là. Là aujourd'hui, on a des capteurs qui font 50 mégapixels, demain ils iront faire 100 mégapixels. Je pense que pour l'écrasante majorité d'entre nous, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça va exister, c'est le cas. Et les ISO vont monter de plus en plus haut et vont être vraiment de mieux en mieux, vont être vraiment meilleurs. Ça peut être lié quand même au nombre de mégapixels, c'est-à-dire que plus vous avez de pixels dans votre capteur, plus votre grain de bruit va être fin, parce qu'en fait, votre grain de bruit, il se fait pixel par pixel. Et donc, si vous avez énormément de pixels dans votre image comme ça, votre grain va être plus fin, et donc vous allez moins le voir en fait en réalité. Même si le bruit en lui-même est plus prononcé, on va moins le voir parce qu'il est plus petit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je prends ici et que je mets des galets les uns à côté des autres, même si je mets des galets qui sont tous à peu près blancs, vous allez les voir plus que si je mets des grains de sable qui ont des différences de couleur, mais qui sont beaucoup plus fins. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il faut qu'on se prépare petit à petit à ça.
et que donc à terme ça va être vraiment intéressant d'acheter des optiques qui sont très très bonnes en termes de piqué. Et je pense, moi l'évolution que je vois là-dedans, notamment dans l'histoire des 250 mégapixels ou même 100 mégapixels, c'est qu'on va, enfin en tout cas moi je vais faire comme ça, on va facilement je pense partir vers des focales fixes très rapidement et on aura par exemple une focale à 10 mm, une à 30, une à 50, une à 100 et une à 300, 4-5 focales. Et ensuite si on veut l'intermédiaire, et ben on fera juste que redécouper l'image. Donc si je prends une photo à 10 mm et que je veux une prise de vue à 20 mm, j'aurai qu'à recadrer, j'aurai encore 25 ou 30 mégapixels dans ma photo et elle sera encore parfaitement piquée si l'optique est bonne. Donc je pense que pour les photographes qui veulent vraiment avoir de la bonne qualité d'image, on va vite passer sur un modèle comme ça à mon avis, où les zooms vont commencer à être limités en termes de piqué maximal, et donc c'est les focales fixes qui vont commencer à devenir vraiment de plus en plus piqués, et qui pourront tirer profit de ces capteurs complètement dingues, quoi. Et pour tout ce qui est de l'ISO, je pense que là l'idée c'est que on va pouvoir de plus en plus prendre des photos en basse lumière sans même avoir besoin de trépied ou sans forcément avoir besoin de grande ouverture. C'est-à-dire que, à part si vous avez vraiment besoin d'avoir un flou d'arrière-plan énorme, je pense qu'à terme, on n'aura plus tellement besoin d'avoir des ouvertures à f1.4, voire même à f1.8 sur certaines optiques, pour ce qui est de la basse lumière. Parce qu'on pourra bientôt, je pense, prendre des photos à 6400, 12800, 25600 ISO et avoir quasiment aucun bruit dessus parce qu'ils font des énormes progrès sur les capteurs dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que ça comment dire, c'est ce que font les chercheurs aujourd'hui, mais ça veut dire qu'ils portent leur recherche dans ces domaines-là et donc on va tirer vers ça de toute façon. Et donc voilà, vous voyez vraiment l'ouverture maximale de votre objectif uniquement comme un moyen créatif d'avoir plus de flou d'arrière-plan et voir si ça vous suffit ou pas. Mais les f1.2, f1.4, etc., qui pourraient vous permettre de prendre des photos en basse lumière sans trépied, je pense qu'on va bientôt pouvoir s'en passer pour cette utilisation-là. Voilà, c'était juste ma petite impression là-dessus. Ça, c'est juste un truc rigolo qu'on a eu sur Facebook. J'ai partagé cette photo, soit dit en passant, sans trop savoir pourquoi je la partageais, parce que je la trouve pas extraordinaire. Mais il y a un truc que j'aime bien dedans, alors je sais pas trop, voilà, j'ai juste présenté comme ça en disant il y a un truc que j'aime bien mais je sais pas quoi, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y en a plusieurs, enfin il y en a un notamment, alors, attendez je vous lis son commentaire, il m'a dit on dirait une tête, un chien debout, l'arbre du milieu, c'est ça qui rend l'image intéressante. Quand on l'a compris, elle est vachement bien cadrée et rigolote, voire intrigante. Et il y en a un autre qui dit ouais c'est vrai, un caniche. Alors je vous le remets, alors... Et donc après, il y en a un qui a mis « Vous avez fumé quoi ?» J'en veux aussi, moi c'est pareil. Donc si vous voyez le caniche, dites-le moi. Et moi j'ai mis beaucoup de temps à voir le caniche. Et du coup, comme on ne le voyait pas, eh ben, Vincent nous a dit « Je vous préviens tout de suite les mauvaises langues qui se demandent ce que j'ai fumé. Je ne fume pas, vous imaginez ce que ce serait si je fumais. » Et il dit « Pour moi, c'est un chihuahua. » Et la preuve en image. Enfin voilà, j'ai claqué une grosse barre quand j'ai vu ça. Et maintenant, je vois plus que le chihuahua sur cette photo. Bref, la créativité dans toute sa splendeur, j'adore. Un petit test que je vais mener, et je vous dirai un petit peu mes conclusions, mais j'ai demandé rapido sur Facebook, rejoignez-nous sur Facebook d'ailleurs, on se marre bien, s'il y en a certains qui avaient installé Windows 10 et s'ils avaient des soucis de compatibilité avec Lightroom, Photoshop, enfin tout notre système photo quoi. Et globalement, il y a très peu de soucis. Hein. Alors, on ne va pas relancer ici le débat, Mac c'est mieux, passe sous Linux, machin, etc. On s'en fout, il y a des gens sous Windows, il y a des gens sous Mac, c'est bien. Mais il y en a certains qui m'ont dit, j'ai même l'impression que c'est plus rapide depuis que je suis passé à Windows 10. Et moi, ça me paraît bizarre parce que depuis que je suis, ça fait longtemps que je suis sur des PC, Windows 3.1, 95, etc. Et traditionnellement, chaque fois qu'on passait à une version supérieure, c'était une version plus lourde et donc plus lente qui demandait un PC plus puissant. Et il y en a certains qui m'ont dit que c'était plus rapide. Et il se trouve que cette petite bête là qui n'est pas très puissante, je l'ai passée justement à Windows 10 et j'ai un petit peu l'impression que c'est plus rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tester sur mon PC là-haut, je n'ai pas encore passé à Windows 10, je suis prêt là. Et je vais tester certaines opérations sous Lightroom, sous Photoshop, le démarrage de Lightroom, le démarrage de Photoshop. Et ensuite je vais installer Windows 10 et je vais refaire les tests, comme ça je vous dirai vraiment si c'est plus rapide ou pas. Donc je vous tiendrai au courant dans les news du mois prochain je pense.
Macro au Tupperware, oui. Alors ça c'est un petit délire qu'on a eu sur le groupe Facebook des tipeurs de Mon Petit Réflexe, qui est réservé aux gens qui donnent un petit tip tous les mois pour encourager la chaîne. Je vous mets le lien à la fin de la vidéo, vous verrez si vous voulez aller voir. Et donc il y a Thierry dans ce groupe-là qui partage énormément de photos de macros qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et il se trouve qu'il fait ses photos avec la bite et le couteau, j'ai envie de dire, mais avec un objectif 18-55 inversé, donc même pas d'objectif macro, et avec un diffuseur de flash qui est en fait un couvercle de Tupperware qu'il a découpé et qui a glissé sur son objectif, et donc qui diffuse son flash intégré. Donc c'est aussi simple que ça. Investissement 5 € pour acheter la bague d'inversion, c'est tout. Et il fait vraiment des photos de malade. Et donc du coup, moi ça m'a remotivé à essayer de faire de la photo macro. Et il se trouve que pendant le live, voilà, tous les mois avec un petit groupe de tipeurs, justement, on fait un live où voilà, on discute. Et là, on a parlé pendant plus d'1 heure de photos de macro, justement. Thierry nous a donné un peu toutes ses astuces. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de m'y mettre. Et on s'est même donné comme objectif qu'on se ferait une petite photo macro pour le live suivant, qu'on pourrait se montrer les uns les autres. Et donc, du coup, je vais me construire ça. Donc, j'ai piqué un couvercle de Tupperware que je vais découper. J'ai déjà fait quelques essais en forêt et c'est vraiment génial, quoi. C'est-à-dire que le flash intégré, qui n'est pas si inutile que ça, et ça c'est pareil, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, il a largement suffisamment de puissance pour faire de la photo de macro. Et en fait, une fois qu'on a un flash, on peut se mettre à une vitesse de 1 200e, 1 250e de seconde, et donc on n'a plus aucun problème de flou de bouger sur des photos de macro. Et du coup, on n'a plus qu'à se concentrer vraiment sur la mise au point, quoi. Et si la mise au point est bonne, on prend la photo. Et il n'y a même pas besoin de prendre 5, 10, 15 photos. En général, on en prend 2 ou 3 et on a de bonnes chances d'en avoir une bonne dedans. Enfin, j'étais vraiment étonné de la facilité avec laquelle on pouvait prendre des photos avec juste un objectif inversé et le diffuseur de flash comme ça. Donc je vais découper mon machin, je vais l'arranger pour pouvoir faire ça sans avoir besoin de tenir mon couvercle. Et je vous partagerai un petit peu les résultats de tout ça. Mais en tout cas, c'est super chouette. Et moi, j'aime bien ces solutions qui permettent de tester en fait un type de photo sans avoir à dépenser des milliers et des cents. Là, là justement, Thierry qui nous montre ces magnifiques photos depuis des mois, il a enfin acheté un objectif macro. Mais moi, je pense que c'est bien d'avoir des moyens de tester une nouvelle technique pour voir si ça nous plaît, tout simplement, pour voir si ça nous plaît de passer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, à trouver la petite bête, à essayer de faire la mise au point au bon endroit, etc. Si c'est quelque chose qui nous plaît, à ce moment-là, on investit dans un objectif, mais acheter un objectif macro sans jamais avoir essayé de faire de la photo de macro, c'est parfois jeter de l'argent par les fenêtres, parce que peut-être qu'on va l'utiliser 3 fois, 5 fois, puis après on va le laisser au placard parce qu'on n'aime pas ou on n'a plus envie, quoi. Et donc voilà, moi j'aime bien ces petites solutions un peu bricolées, et c'est 1000 fois mieux que la solution avec le papier d'aluminium que j'avais testé l'autre fois, qui était un peu fragile et que j'ai jamais poussé plus loin, et je pense qu'en fait ça c'est the solution, quoi. Voilà. Et on va passer ensuite du coup aux photos de septembre, et juste avant je voulais juste vous faire un petit topo sur le petit générique de fin, c'est-à-dire, enfin, pas un petit générique, mais vous avez vu que pendant l'été j'ai refait le générique de début de la chaîne, et maintenant à la fin il y a un écran, et donc du coup sur cet écran vous retrouverez systématiquement déjà les liens vers les réseaux sociaux. Donc il y a la page Facebook de Mon Petit Réflexe, on est déjà presque 3000 dessus, et il y a le lien vers le Flickr et le 500px, où là vous verrez les meilleures photos, celles que je préfère de mes photos. Et puis vous avez toujours le lien vers la page Tipeee. Donc même si vous n'avez pas envie de donner un tip, vous pouvez toujours aller faire un tour dessus, parce que je mets les revues de photos des tipeurs dessus. Et puis parfois, s'il m'autorise, quand je fais une retouche photo spéciale pour un tipeur, je peux la mettre en public si jamais la personne m'autorise à le faire. Donc voilà, il y a des choses qui bougent sur cette page-là, donc vous pouvez aller faire un tour. Et puis si vous voulez donner un petit tip, ça fait toujours plaisir. Et on sera encore plus nombreux dans ce petit groupe, à côté, qui bouge bien, qui vit bien, donc je suis assez content. Et puis au milieu, je mets deux vidéos à chaque fois. Et c'est en fait un lien vers 2 vidéos qui sont similaires.
à la vidéo que vous venez de voir. Donc là, par exemple, pour les photos de news, ce sera assez simple. En général, je mettrai probablement des liens vers les vidéos de news précédentes. Mais sur la dernière vidéo qui était sur DxOMark, non, pas sur DxOMark, qui était sur Photoshop, j'ai fait un lien vers la présentation des nouvelles fonctionnalités de Lightroom 6, et puis une autre vidéo pour choisir entre Lightroom 6 et Lightroom CC. Donc je mets vraiment des liens, des vidéos associées, comme ça, si jamais vous voulez aller voir plus loin, vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez directement dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît comme fonctionnement. Et puis je vous laisse avec toutes les photos que j'ai publiées au mois de septembre sur la page Facebook. Il y en a des bien, il y en a des un peu moins bien. Et puis je vais continuer à en publier au mois d'octobre. Donc je vous dis à tous à très bientôt. Et puis à très bientôt. Ciao.